Oh, chers amis, donc, ça s'est passé ce samedi, le 20 juin 2020, dans la condamnation de Vital Kamerhe Rukangini à 20 ans de prison et de travaux forcés avec son business partner, donc le partenaire, son partenaire dans le business, M. Jamal. Bon, il fallait s'attendre à ça. Et maintenant, il y a trop de commentaires. Il y a ceux qui disent que c'était un procès politique. Oui. Il y avait de la politique là-dedans, un peu de droit et trop de zones d'ombre. Bien que personnellement, je ne supporte pas Vital Kamerhe et je ne l'ai jamais supporté, vu son comportement en tant qu'homme politique qui a causé vraiment du tort au peuple congolais à plusieurs reprises et dans plusieurs occasions. Mais il fallait quand même donner la chance, pas la chance, il fallait quand même considérer certains points de ce procès. Tel que, par exemple, vous avez vu, Vital Kamerhe a cité le nom de Félix Tshisekedi plus de 120 fois. Il y a les autres qui peuvent aller jusqu'à 127. Il a clairement dit qu'il y a beaucoup de choses qu'il avait faites. C'était sous l'impulsion de son chef de l'État, de Félix Tshisekedi, sous son conseil, ordre, tout ce que vous voulez. Mais on a comme l'impression que ça entrait dans l'oreille droite du juge et de la partie civile, donc le procureur, et ça sortait vers l'oreille gauche. Donc c'est comme si on a sciemment refusé à Vital Kamerhe. Donc on n'a pas pris en considération certaines de ses paroles. Ça a déjà porté une grande ombre à ce procès. Et la mort du juge Yagne, qu'on n'a pas su élucider, oui, bien sûr, tout est clair maintenant qu'il a été tué, il a été empoisonné, donc il a été assassiné en bref. Dans des questions que nous allons toujours continuer à nous poser. S'il a été assassiné, maintenant la question est de savoir par qui, pourquoi, qui avait peur, qui craignait que le juge Yagne reste en vie. Le juge Raphaël Yagne reste en vie. Qui? Puisque si vous lisez certaines notes, certains commentaires, il paraîtrait que le juge Yagne commentait souvent, il disait souvent que selon le dossier qu'il avait devant lui, il n'avait pas vu, ou bien il n'y avait pas de preuves concrètes que Vital Kamerhe avait volé l'argent. Est-ce peut-être la raison pour laquelle que le juge Raphaël Yagne avait été éliminé? Parce que peut-être à la fin, à la date telle qu'aujourd'hui, il allait déclarer Vital Kamerhe innocent, ou bien il allait dire que le dossier n'est pas complet, il allait exiger d'autres preuves prouvant, pour prouver véritablement que Vital Kamerhe a volé de l'argent. Peut-être. Et nous allons nous perdre dans des peut-être. Mais ce qui est vrai, c'est que ce procès est un procès politique. Et je vois déjà les gens de l'UNC, surtout à Bukavu, en train de se révolter déjà et de regretter. Bon, ce qui est bien, qui finit bien. Et ce qui est mal, doit toujours mal finir. Parce que si vous savez l'historique de Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, donc l'UNC et l'UDPS, c'est une histoire de la traîtrise. Donc ces gens n'ont pas respecté leurs paroles à Genève. Et ils ont signé des papiers disant que l'opprobre allait
les suivre si un jour il parvenait donc à trahir le peuple congolais. Et en quittant les accords de Genève, là où beaucoup de Congolais raisonnables, ayant un cerveau raisonnable, n'ont pas vu la raison vraiment qui pouvait pousser donc Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe à quitter ces accords là-bas, à se retirer, si ce n'est que la traîtrise et la corruption donc venant de Kingakati. Donc je ne pense pas que ces deux personnes pouvaient vraiment s'en sortir. Et en trahissant le peuple congolais, selon leurs écritures, leurs signatures, ils avaient clairement stipulé que l'opprobre les suivrait partout. Et je pense que l'opprobre est en train de suivre donc Cash. Donc l'exemple, ou bien les exemples sont clairs. Si vous voyez le nombre de gens qui sont tombés autour de Félix Tshisekedi, et sans que rien ne soit dit jusque-là, et sans que rien ne soit fait, à part bien sûr l'enterrement et silence radio. Et ce monsieur était resté à deux là-bas, selon leur convention de Kenya-Nairobi, qui a vu naître, bien qui a fait naître Cash, Cap pour le changement. Il s'était bien donc entendu que les 5 premières années seraient l'UDPS, soit Félix Tshisekedi à la présidence. Après les 5 ans, ce serait maintenant le tour de Cash d'accompagner quoi? Vital Kamerhe, donc d'accompagner l'ULC. Et on a clairement vu que l'UDPS n'a pas respecté sa parole. Et cette façon de faire les choses met déjà l'UDPS dans de plus grandes difficultés. Et d'abord l'UDPS, si vous regardez tout ce qui se passe et ce qui est en train de se passer, ça montre clairement que l'UDPS, c'est un parti désorganisé, un parti vidé de toute substance. Donc, un parti clanique, même tribal, et c'est dans cet état d'esprit qu'ils n'ont même pas su donc respecter leurs paroles, leur serment qu'ils avaient fait avec Vital Kamerhe à Nairobi. Et malheureusement, c'est le procès qui a vraiment anticipé les choses. Puisqu'en vérité, même si Vital Kamerhe n'était pas condamné, même s'il n'avait pas fait donc cette mésaventure là-bas, donc de tripoter un peu avec l'argent du contribuable, je pense que ces deux têtes-là, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, n'allaient pas très bien finir. Pourquoi? Parce que ces gens ont un esprit de magouille, les deux d'abord. Ils ont mal commencé, ce sont des traîtres et ils ne sont pas libres de leur mouvement, ils ne sont pas là pour servir le peuple congolais. Parce que tout leur mouvement a eu pour début la corruption par Kingakati et l'imposition d'un agenda. C'est-à-dire ce qu'ils sont en train de faire, ils ne le font pas eux-mêmes, ils le font parce qu'il y a des gens derrière eux qui leur ont donné cette mission. C'est-à-dire vous allez avoir un petit morceau de la présidence, même sans pouvoir réel, mais travaillons en symbiose dans une équipe pour protéger les intérêts des caciques du PPRD, les seigneurs de guerre, qui ont pour base le Congo démocratique, le Rwanda, l'Ouganda et l'étranger. Et tout ça au détriment de la vie, du bonheur et des espoirs d'un futur meilleur du peuple congolais. C'est-à-dire, tout est chamboulé, tout a été détruit. Alors, c'est pourquoi un Congolais normal ne peut pas vraiment regretter si Vital Kamerhe est arrivé là où il est arrivé aujourd'hui. Parce que Vital Kamerhe a été un élément clé, un pion majeur qu'on a utilisé à plusieurs reprises par Joseph Kabila pour nuire au jeu politique du peuple congolais.
Donc le peuple congolais pouvait faire beaucoup de choses, pouvait en tout cas se rattraper, pouvait se positionner pour affaiblir Kabila et le faire partir. Mais Vital Kamerhe a joué un rôle pour donner des béquilles à Joseph Kabila à plusieurs reprises. Et c'est pour cela que la façon dont il est en train de finir, cela ne fait que réjouir un Congolais honnête. Et en même temps, ça va affaiblir, et ça a déjà affaibli l'UDPS. Parce que si vous regardez un peu l'UDPS en face maintenant, donc au commencement, on sait que c'est un parti qui a trempé dans la trahison, tout ça. L'UDPS ne bénéficie pas du support donc, de la majorité des Congolais. Avec le dossier de Vital Kamerhe et cette condamnation, ça ajoute un peu au dossier d'impopularité de l'UDPS, puisque les derniers supporters de l'UDPS donc, étaient ceux avec qui il partageait une même vision de mafia d'Ancash, c'est-à-dire les gens de l'UNC, et la majorité les Kivusiens. Donc ils devaient faire route ensemble, et avec cet incident, il y a divorce entre Kamerhe et Félix Tshisekedi. C'est-à-dire, l'UDPS est devenu très fragile, s'est fragilisé même. Et il n'y a que des aveugles et des fanatiques pour ne pas voir ceci. Ceux qui pensent qu'en 2023, l'UDPS va se tenir, l'UDPS sera fort, non. Et d'ailleurs, remarquez, l'UDPS, c'est comme a écrit quelqu'un, c'est quelque chose là-bas qui était vide à l'intérieur. Kabila Joseph a aidé les Congolais à soulever la jupe. Et tout ce qu'on croyait qui était à l'intérieur de l'UDPS n'était qu'une illusion. L'intérieur était et est vide. Alors je ne sais pas. Vital Kamerhe qui jouait un rôle très puissant dans leur coalition. Vital Kamerhe qui était même le trait d'union, le pont entre Félix Tshisekedi et Kingakati. Et voilà que ce pont vient d'être coupé. Et dans beaucoup d'instances, c'est Vital Kamerhe qui a initié beaucoup de choses. Même le projet de 100 jours, Vital Kamerhe a initié beaucoup de choses, vu donc l'ignorance et l'incompétence, donc le manque d'expérience de Félix Tshisekedi. Et maintenant qu'il vient de rester seul, bien qu'ayant plus de 200 conseillers, et que tous ces conseillers ont prouvé à la longue que ce n'était que des têtes vides. Pourquoi? Ils ont été là et ils sont encore là, juste pour détourner l'argent au lieu de servir leur parti et de travailler pour prouver au peuple congolais que ce sont des têtes bien faites. La preuve, c'est que beaucoup d'argent ont été détournés, en commençant par la famille Tshisekedi d'abord, et leurs alliés, au sein de Cash et même au sein de FCC, dans leur coalition. Et pour exemple, il y a aussi le dossier de la famille donc de Félix Tshisekedi, la famille présidentielle entre guillemets. Il y a encore tripatouillage là-dedans. Donc, le monsieur en charge donc, du dossier de la famille présidentielle, qu'on appelle donc le monsieur en charge de la maison civile du chef de l'État, il y a encore des discussions. Il y a des détournements d'argent. Et quand vous suivez très bien, bien que le monsieur en charge de cette histoire ne dit pas clairement les choses, alors vous sentez quoi? C'est un monsieur qu'on a mis contre le mur, qu'on a même menacé. Et il risque même de perdre sa vie s'il dévoile toute la vérité. Pourquoi? Parce que lui, et beaucoup de gens bien sûr, sont censés travailler pour la famille présidentielle. Mais il se fait que dans la famille présidentielle, il y a des gens pour qui on travaille, mais qui touchent aussi l'argent qu'on devait payer aux gens qui travaillent pour eux.
C'est-à-dire dans la famille de Félix Tshisekedi, il y a les gens de sa famille qui ont même allongé leurs mains pour percevoir le salaire qui revient aux gens qui travaillent pour eux en tant que famille présidentielle. Alors vous comprenez que c'est une famille vraiment qui aime l'argent, une famille qui perd raison, qui n'a même pas le sens du respect, le sens de la morale devant l'argent. Et Kabila le sait et Kabila le savait très bien. Et la chute de Vital Kamerhe, si vous regardez tout ça, a été chronométrée, télécommandée, téléguidée à partir de Kingakati. Parce que Félix Tshisekedi à lui seul ne peut pas faire tomber Vital Kamerhe. Si Vital Kamerhe est tombé, ça c'est selon moi. C'est-à-dire, on a vu dans leur coalition qu'il était un frein. C'est-à-dire, il était en train d'aller à l'encontre de ce qu'ils se sont dit, hein, des accords qu'ils ont faits à Kingakati. Donc Vital Kamerhe cherchait beaucoup d'indépendance financière qui lui donnerait à la longue une indépendance politique. Et le sachant très malin, comme un renard, donc s'il pouvait mettre la main à l'indépendance, donc aux finances, pour être indépendant financièrement, ce qui allait lui octroyer, bien sûr, comme je l'ai dit, une indépendance politique, il allait être un concurrent de taille. Et avec son esprit de renard, il allait même dribbler les gens de Kingakati. Et je pense que c'est dans cet état d'esprit que Kingakati a décidé de l'arrêter avant le temps, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que Félix Tshisekedi n'a eu que de la poudre aux yeux. Hein? Félix Tshisekedi ne savait rien. Alors comprenez pourquoi cela se marie avec le dossier de la mort du juge Raphaël Yagni, qui, dans sa plus grande conviction, selon les dernières notes qui circulaient déjà sur les réseaux sociaux, avait senti que le dossier de Vital Kamerhe n'était pas plein. C'était un dossier vide, qui n'allait pas conduire Vital Kamerhe à une condamnation ferme, comme aujourd'hui. Alors, raison pour laquelle Raphaël Yagni a été éliminé. Donc en bref, c'est un procès politique. Un procès politique dans lequel, donc, selon le film, il y aura des perdants et des gagnants. Et le plus grand perdant dans cette histoire, cette aventure, c'est comme d'habitude, c'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui va perdre. Et ce qui est un peu écœurant, c'est que pendant qu'on nous fait passer toute cette aventure à la télévision, dans l'est du Congo, il y a une grande guerre. Nous avons reçu des audios, il y a des coups, donc des tirs, on est en train de tirer. Il y a des Congolais qui se battent. Il y a les Banyamulenge, donc dans leur camp là-bas quelque part, à Massissi, tout ça, les gens d'Azarias Rubero et Moïse Nyarugabo qui profitent d'infiltrer des Rwandais dans des camps de Banyamulenge. C'est ce qui a fait que, si vous suivez très bien, il y a les commandants des FARDC qui ont décidé d'en finir avec cette aventure. C'est-à-dire qui ont été renseignés que parmi ces Banyamulenge-là, qui se disent les déplacés, les réfugiés, dans un coin de Massissi là, il y a des gens armés parmi eux. Hein? Donc ça ressemble à ce qui s'était passé au Burundi, à Gatumba. C'est la même aventure. Donc ces gens crient toujours, les Banyamulenge, les soi-disant Banyamulenge qui en réalité sont des Rwandais. Ils se disent toujours victimes. Ils étaient allés au Burundi, réfugiés, victimes, oh, on nous a chassés au Congo, tout ça. Kagame voulait les utiliser. Et Kagame a voulu utiliser donc le camp de Gatumba pour y infiltrer donc des guerriers qui allaient causer un peu de trouble, davantage de trouble au Burundi. Heureusement que les Burundais, en tant que guerriers là-bas, il y avait les Nkurunziza, les Rwasa, tout ça, ils avaient déchiffré des histoires. Et il fallait aller corriger. Pourquoi? Parce qu'en attaquant le camp de Gatumba, chose que même l'ONU ne dit pas, on a caché beaucoup de choses. On a brûlé beaucoup de choses et l'explosion était bien nourrie. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui étaient armés là-bas, qui avaient même des grenades. Et c'est ce qui est en train de se passer au Congo.
Donc les Banyamulenge, les Rwandais, soi-disant Banyamulenge, dans tous leurs déplacements, là où ils habitent, oh, un camp de déplacés, nous souffrons, nous appelons à l'ONU, tout ça, Moïse Narugabo, Azaras Rubero, ils mélangent. Dans leur camp, ce sont des centres de réception des militaires que Kagame fait entrer au Congo, des mercenaires, venant parfois du Rwanda et de l'Ouganda, des ADF, tout ça. Et je pense que si les Congolais ont commencé à voir clair, c'est-à-dire qu'il faut tout faire pour en finir avec ces gens-là. Il faut démanteler ces camps-là. Parce que si longtemps qu'il y aura des camps hébergeant les Rwandais, soi-disant Banyamulenge, ça sera les centres d'hébergement des rebelles, pas même des rebelles, des agresseurs, des mercenaires qui causeront toujours du tort à la communauté congolaise dans les environs. C'est un peu ça. Donc la condamnation de Vital Kamerhe, mes chers amis, ce n'est que le commencement de la confusion entre les traîtres. Et je pense que c'est quelque chose. Donc, le peuple congolais ne peut pas, doit se réjouir quand les ennemis commencent à s'entremanger eux-mêmes, donc à faire le job à notre place. C'est très bien. Pourquoi? Parce que notre souhait, c'est que cette histoire de mafia, de FCC cash, c'est une histoire qui doit finir. Si on avait des politiciens forts dans l'opposition, la Mouka, on devait en tout cas mobiliser trop de Congolais pour pousser cette histoire, pour éliminer cette histoire-là de cash, FCC, cette mafia. Mais Dieu est toujours là et il va utiliser les mêmes partenaires à s'entre-éliminer. Et je pense que ça sera dans le bénéfice du peuple congolais. Car nous n'avons pas l'intention de nous flatter. L'histoire de 2023, tout ça, c'est l'hypocrisie. Et c'est un manque notoire de vision. Car il n'y aura rien. Car le désir de Kabila et de Félix Tshilombo, si vous regardez ces gens-là, c'est de ne jamais organiser les élections. Ou bien de continuer toujours à faire la farce. Hein, avec le choix qu'ils ont fait dernièrement, donc en pointant un certain monsieur dont j'oublie le nom, soit disant qu'il est de l'église kimbanguiste, c'est celui qui va donc succéder à Nanga, à la CENI. Et vous avez vu, il y a un communiqué qui est tombé venant de l'église kimbanguiste, qui dit très bien que l'église kimbanguiste n'a pas mandaté ces messieurs-là. Ils ne représentent pas les kimbanguistes. Il n'est même pas de l'église. Peut-être il fut dans l'église, tout ça. Alors vous comprenez qu'au Congo, c'est toujours la mafia qui continue. Et le plus grand défaut, la plus grande faute doit reposer sur le dos d'abord des politiciens congolais, les soi-disant opposants. Moïse Katumbi, j'ai toujours dit, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, F. Bazaïba, Freddy Matungulu, et consorts. Donc la faute est sur votre dos. Pourquoi? Parce que vous avez échoué donc de rassembler les Congolais, de mettre en place un plan pour vraiment libérer ce pays-là. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, la faute incombe au peuple congolais. Parce que malgré toutes les souffrances, je ne comprends pas comment les Congolais échouent de s'organiser. Ceux qui sont vraiment frappés par la souffrance directement au Congo, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont échoué donc de s'organiser pour libérer le pays. C'est un peu bizarre. Et pire encore, nous avons vu un groupe de motards de Congolais qui, après trop d'années de souffrance, sont en train de dire qu'ils veulent voir Joseph Kabila revenir aux commandes. Parce que selon eux, ils ont senti qu'ils étaient mieux au temps de Kabila. Mais, Mouko Chikane, hein? Ah, Congolais, vraiment. Donc, en bref, cette histoire, c'est la comédie. La comédie continue. Aussi longtemps que les traîtres vont commencer à s'entremanger, à s'entretuer, ça sera bien. Et ça sera encore mieux. Si la vraie opposition congolaise et le peuple congolais puissent saisir au bon ce moment de traîtrise, ce moment de cafouillage entre eux-mêmes, ce moment-là où ils sont en train de s'affaiblir eux-mêmes pour déclencher déjà un mouvement de révolution,
pour la vraie libération du Congo, physiquement, politiquement, économiquement et sur tous les plans. Et c'est ce qui fera notre affaire. Le reste, ça sera toujours du blablabla. Merci.